Depuis samedi, Israël est la cible d'attaques par le Hamas et parallèlement aux opérations sur le terrain, il se passe également un combat en ligne, ce qu'on pourrait appeler une cyberguerre. Pour revenir sur cet angle de la crise, je fais appel à Steve Waterhouse. Vous le connaissez comme un expert en cybersécurité, mais il a quand même également, puis c'est important de le rappeler, un passé dans le domaine de l'utilisation de l'informatique dans un contexte de défense nationale. On va dire ça comme ça. Bonjour, Steve Waterhouse. Salut Bruno. Steve, tu regardes ça comme moi depuis samedi. Qu'est-ce que ça te dit de ce que tu vois de ce conflit-là en ligne? Tout premièrement, si on se rappelle, je veux dire, c'est des conflits dans ce parti du monde-là qui datent quand même depuis très longtemps. Il y Mhm. a toujours des escarmouches quasi hebdomadaires. Et là, on arrive devant un fait que c'est une attaque massive qui s'est produite. Mais ce qui aurait débuté même quelques jours avant, si ce n'est 24 heures avant, avec la désactivation, certains rapports et clament qui ont désactivé le système avancé d'alerte, pardon, qui aurait facilité justement que ces attaques-là aient lieu de façon encore là d'un nombre très important de roquettes qui auraient tombé sur Israël. Ça s'explique mal parce que quand même le Mossad et tout l'appareil gouvernemental israélien est réputé d'être le meilleur au monde en termes de collecte et de prévention, en termes de renseignement. Et vraiment, là, beaucoup s'expliquent mal comment ça se fait qu'ils n'auraient pas anticipé ce genre de situation-là. Mais je reviens à l'élément cyber. Parce que Bruno, si c'est vrai qu'ils ont été capables de le désactiver, mais ce n'est pas simplement le Hamas, parce qu'ils n'ont pas toutes les ressources nécessaires pour l'effectuer. Alors, on s'en remet à leur parrain qui est derrière, qui est fort probablement l'Iran dans ce cas ici. Et il est vu présentement sur différentes plateformes que Anonymous Sudan serait à l'œuvre, mais ce n'est pas le Soudan qui est impliqué. Derrière Anonymous Sudan, c'est le SVR, donc une agence de renseignement russe pour les offensives à l'extérieur de Russie qui serait à ce moment-là à contribution. Ce qui explique un peu le message que le président Biden a lancé aussi hier, samedi, en disant que s'il y a des influences externes dans ce conflit-là, nous allons répondre en conséquence. Moi, je l'interprétais comme ça, je faisais un amalgame, mais il reste que, voilà, on a des cyberattaques contre des infrastructures essentielles, contre une centrale de production électrique. Apparemment, encore une fois, il n'y a rien de preuve tangible qui a transpiré. Et aussi, à l'inverse, ben là, on a le fameux Indian Cyber Force qui sont venus nous visiter il y a quelques semaines, ben, qu'eux autres, se sont alignés, ils ont dit, nous, on supporte l'Israël dans sa bataille, et ils ont commencé à faire des attaques de déni de service, encore une fois, mais cette fois-ci envers les établissements palestiniens, dont entre autres des institutions financières. Fait que ce qui veut dire qu'il y a de la nuisance, mais cette nuisance-là, dans un contexte de conflit à haute intensité, comme on le voit présentement, c'est là que ça rajoute de l'huile sur le feu, si on peut dire. Oui, parce qu'aujourd'hui, on s'entend, il y a énormément de tout l'aspect de défense et aussi de l'offensive qui se fait par des outils du monde électronique. Quand tu compares à ce qu'on a vu dans les premiers jours en Ukraine, il y a plus d'un an maintenant, Oui. est-ce que ça se compare? Ça se compare difficilement parce que tout ce qui est les éléments russes qui ont été mis à contribution, mais principalement les services de renseignement, on ne se cachera pas, là, eux autres, ils ont mené des opérations vraiment, oui, avec la collaboration de groupes parallèles, donc Conti d'ailleurs, et qu'ils ont, eux, non pas juste fait des attaques de dérangement par déni de service ou bien des attaques de rançongiciel, comme on a eu ici en Amérique du Nord, principalement la luminerie à Sept-Îles, Bridgestone à Joliette, etc., puis à l'Amérique du Nord au complet, fait en sorte que c'était ça, un des dérangements pour attirer l'attention sur le conflit, mais les services russes ont fait des attaques vraiment de destruction d'infrastructures essentielles, voire aussi des destructions de PC pour envoyer ce qu'on appelle donc des logiciels de type effaceur, des wipers. Et de cette manière-là, c'est là que je te dis que c'est pas pareil que présentement on voit. Fait que le conflit, dans les premières heures, pardon, c'était vraiment un aspect cinétique, donc des forces en présence qui s'en vont sur le terrain. Pardon, malheureusement qu'on a vu qu'il y a des gens qui en ont été victimes et qu'il y a des gens qui ont été pris prisonniers. Il y a eu beaucoup plus de conséquences de cette nature-là, Bruno, que dans le cyberespace. Mais là, ça se continue. Durant la nuit, notre nuit, ce qui est le jour à eux là-bas, à ce moment-là, toutes les forces israéliennes, le rappel par le premier ministre a été fait des réserves, etc. Mais dans le cyberespace aussi, ça documentent, puis après ça, ils mettent en place autant la collecte que aussi la demande d'accessibilité à certaines autres ressources plus offensives, parce qu'on sait, derrière l'écosystème
de la cybersécurité en Israël, bien aussi est une industrie sur l'écoute électronique et les logiciels espions, dont le fameux Pegasus. Ah, ça Alors a dû là, allumer, là. Ouais. ben c'est ça, ils vont aller chercher l'aide, toute l'aide qu'ils peuvent à ce moment-là, parce qu'on sait que Pegasus, il a pu être distribué en amont dans beaucoup de lieux, mais pas nécessairement exploité. Fait que là, je crois qu'ils vont allumer tout ce qu'ils peuvent pour être capables d'en apprendre davantage aussi sur les intentions, parce que ce n'est pas un coup fumant d'une journée, cela. C'est vraiment l'intensité qui va augmenter, dont, entre autres, le premier ministre Netanyahou qui a lancé la déclaration qu'ils sont en guerre. Fait que je ne crois pas qu'ils vont arrêter ça juste après 24 heures, là. Non. Quand on regarde, parce que quand on parle d'une cyberguerre aujourd'hui, il y a aussi tout le volet de communication. As-tu l'impression qu'on vient d'atteindre un nouveau niveau d'immersion pour les gens qui suivent ça sur Internet? Je regarde les vidéos qui circulent depuis 24 heures, là, et tu as l'impression que il y a au moins un, sinon deux personnes dans tous les groupes du Hamas qu'on voit sur les vidéos qui ont justement un appareil, qui sont en train de documenter, de filmer, et on voit toutes les productions qui circulent, qui sont signées du Hamas sur les réseaux sociaux. C'est assez fascinant, là. On avait l'impression qu'on avait été gâtés avec l'Ukraine et la Russie, mais là, on monte d'un cran, là. Ben, ce sont des groupes, Bruno, qui ont toujours utilisé les médias sociaux pour faire valoir justement soit la souffrance du peuple et l'iniquité qu'ils subissent, autant que les coups fumants eux-mêmes qu'ils produisent. Donc, ça, c'est un amplificateur, si on veut, de la réalité qu'ils vivent là-bas. Et par contre, ce qu'il faut attirer l'attention aussi, c'est ce n'est pas parce qu'on voit une vidéo signée de Hamas que c'est la vérité. Il y a beaucoup, beaucoup de désinformations actuellement qui circulent. Juste entre autres, d'un qui m'a frappé l'esprit, ce sont une vidéo, encore là, on ne sait de qui lance un missile anti-aérien et détruit un hélicoptère en plein vol. Alors, il dit, voilà, on a été capable de battre un appareil de la force aérienne israélienne, ce qui est complètement faux. Premièrement, ce sont deux Hind 24 on ne sait pas s'ils viennent de l'Afghanistan ou si récemment dans un autre contexte, en Ukraine. Et après coup, Israël n'a pas de ces types d'appareils-là. Alors, ça règle la question sur la véracité d'où provient cette vidéo, mais c'est certain qu'eux autres, ils veulent mousser ça parce que là, ils ont l'attention de la planète. Puis, ils vont nécessairement tenter d'en mettre plus que passé pour être en mesure de soulever un peu la colère globale, puis dire à ce moment-là, une fois pour tout, laisser les Palestiniens tranquilles. Tout le monde, tous les camps ont leur raison de pouvoir produire à leur avantage de la désinformation comme ça. Alors, c'est vraiment, ça va reposer vraiment sur les journalistes sur le terrain qui vont à ce moment-là rapporter la bonne nouvelle. Puis encore une fois, c'est d'aller aux sources pour en connaître le fond d'histoire. Quand on regarde, il y a eu un appel, je voyais dimanche un appel qui avait été fait. C'est pas un appel officiel, on s'entend, mais c'est comme des sympathisants du Hamas on a presque l'impression qu'ils font un appel au djihad numérique Oui. pour frapper tout ce qui est israélien, peu importe que ce soit sur le territoire israélien ou ailleurs dans le monde. Ça aussi, ça peut faire du mal parce que là, on voit des gens, c'est une force d'avoir, et c'est déjà affreux d'avoir des alliés, des parrains, mais là, après, on a des joueurs libres qui apparaissent d'un peu partout, là. Et oui, ça va faire une tempête, Bruno, un peu comme je vis présentement à la Côte-Nord. Je veux dire, la pluie, le vent varlope tout sur son passage. Mais dans le monde électronique, ça va faire le même genre de situation. C'est-à-dire, il va y avoir des dérangements. Donc, si on a une compagnie, oui, que le propriétaire est d'origine israélienne ou juive, ça va aller ensemble dans l'identification des personnes, bien, à ce moment-là, ils vont vouloir lui causer du tort. Maintenant, est-ce que c'est encore une fois une simple attaque de déni de service? Je la qualifie toujours de simple parce qu'elle est simple à réaliser, elle est simple d'accès, donc dérangement par déni de service, et où ça va aller plus loin par justement l'application de méthodes destructrices pour, à ce moment-là, mettre à mal l'économie tout en relation avec l'Israël. Alors qu'on sait que l'Israël, quand même, c'est moi j'appelle ça quand même une ligne de référence sur la cybersécurité sur la planète. Mais là, présentement, comme je citais tout à l'heure avec le Mossad, tout le monde s'explique mal que si jamais ces attaques-là de grande amplitude réussissent envers surtout les infrastructures essentielles, et je rappelle aux gens, l'infrastructure essentielle, c'est quoi? Bien, qu'est-ce qui nous soutient dans l'économie, là, que ce soit la production énergétique, les télécommunications, donc il y a des stations de télévision, des stations de radio qui pourraient être mises à mal, évidemment les liens Internet, parce que au moment où il a été rapporté que un groupe de cybermilitants aurait frappé une centrale de production électrique, bien, il y a des liens Internet qui ont été vus, qui ont été mis hors ligne par NetBlocks, que tout le monde peut suivre en ligne là, sur les médias sociaux. Et ça, c'est là qu'on peut faire des liens un à un. Mais est-ce que c'est vraiment ça?
ça reste à vérifier. Cependant, le fait est, il y a des liens Internet là, qui sont sévèrement affectés. Donc, il est engagé, Bruno, oui, qu'il va y en avoir des dérangements plus que juste des données de service, mais qui peut-être à ce moment-là, ça peut aller jusqu'au sabotage parce que il y a quand même de la fibre optique qui va être aérienne, il y a des ponts radiofréquences qui peuvent être à ce moment-là brouillés. Tout ça fait en sorte que ça va à ce moment-là rendre l'existence des gens encore plus difficile dans le cyberespace, tout autant que dans l'environnement cinétique, donc la vie réelle. Steve, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de la réplique israélienne en ligne? Elle est premièrement de défendre leurs biens et services. Autrement dit, comme je disais tantôt, ils ont encore une fois appelé les réserves physiques de soldats pour aller donc, et j'utilise les termes que le premier ministre dit, nettoyer les enclaves qui ont été à ce moment-là avec les visiteurs provenance du Hamas, donc de la Palestine. Mais dans le cyberespace, ils vont à ce moment-là consolider les systèmes d'information, consolider les services gouvernementaux. Et le premier ministre Netanyahou le rappelait, suivez les instructions de la force de défense israélienne, l'IDF, qui vous dit quoi faire, comment faire. Ils n'ont pas emphasé sur le cyberespace parce que pour beaucoup, dans l'immédiat, c'est de sauver les vies humaines. Donc, suivez, protégez les gens. Et après coup, il faut qu'ils protègent les moyens de communication, c'est certain. C'est pas écrit non plus clair, noir sur blanc, qu'est-ce qu'ils doivent faire, mais si on prend un exemple pour nous ici, bien, encore une fois, les 10 meilleures pratiques, c'est tel qu'est dicté au Centre canadien de la cybersécurité. Je veux dire, c'est d'appliquer les meilleures pratiques en matière de cyberhygiène. Ça règle beaucoup, ça prévient beaucoup de situations de s'envenimer, que ce ne soit simplement de garder ses appareils à jour et de s'assurer que les accès sont minimales face à l'Internet. Déjà là, on fait partie à ce moment-là de la solution en appliquant ça. Même chose en Israël. Par contre, est-ce qu'une entreprise israélienne, elle est mieux préparée? Je vous dirais peut-être mieux sensibilisée, pas nécessairement mieux préparée. Fait que on en voit de temps à autre que des compagnies sont mises à mal électroniquement parlant. Fait que c'est encore là un simple rappel, mais un rappel très important parce que là, c'est certainement des cibles de choix par, encore une fois, tu l'as dit, Bruno, toutes sortes de cybermilitants sur la planète. Pour un spécialiste de cybersécurité comme toi, quand tu regardes une situation comme ça, parce que là, on parle d'un conflit important, et que tu vois des pays, j'aime bien l'image des parrains, là, l'Iran, la Russie, Israël de l'autre côté, évidemment, doit en avoir. Qu'est-ce que ça veut dire aussi? On est dans un conflit local, on s'entend, puis tu le disais, ça fait longtemps que ça existe, mais ça a des ramifications un peu partout sur la planète, là, parce qu'il y a des alliances qui sont en train d'être bousculées un peu, là. Tout à fait. Il ne faut pas oublier des principes de base, Bruno, de la guerre, c'est la déception avant tout, qui est la première stratégie. Donc, si le feu est émis au Moyen-Orient, alors que c'est 50e du Yom Kippour d'ailleurs, c'est un addon, ben c'est la raison, le prétexte pour lancer ça. Mais il reste que l'attention du monde n'est plus sur l'Ukraine, mais elle est détournée vers le Moyen-Orient. Et ce détournement-là d'attention est-il pour juste distraire les gens alors qu'il y a quelque chose d'autre qui va continuer à se passer dans le sud-est asiatique avec la Chine? Alors, c'est là qu'il faut vraiment toujours regarder ça avec un œil distant. Fait que sur les médias sociaux, hier, je ne sais pas si tu l'as vu passer, j'envoyais encore là, pour certains, c'était très cryptique de dire élevez votre niveau de préparation à Infocon Level 2. Donc, c'est un niveau d'état de préparation émis par le commandement stratégique américain il y a plusieurs années. Avant ça, c'était Infocon, Information Condition, donc des conditions d'état de préparation à faire face à des cybermenaces. La seule fois que ça a bougé, ça, c'était 11 septembre 2001 et le niveau a été élevé de normal à alpha sur 4 autres niveaux possibles. Maintenant, ils ont converti ça, ils ont 5 niveaux, un peu comme le DEFCON, le Defense Condition américain. Et ça dit tout simplement, c'est des niveaux de dire, ben là, selon les formations qu'on a en main, il y a des fortes possibilités qu'il y ait des attaques ciblées vers des systèmes d'information, donc déconnectés d'Internet, parce qu'il n'y a pas d'affaire à être branché là en temps normal. Malheureusement, ça devient la norme par la suite, là. Et après ça, redoubler d'efforts à vérifier si vos systèmes sont protégés. Les logs détectent quelque chose d'anormal dans votre normalité d'opération et après ça, rapportez-le. Ça, c'est tous des éléments que c'est pour rehausser son état de préparation face à des potentielles cyberattaques. Parce que
On l'a vu avec l'Ukraine, les groupes russophones en appui à la Russie qui ont spoté, excusez le terme, mais qui ont pu repérer des pays qui sont favorables à l'Ukraine et à faire survivre l'Ukraine dans tout ce brouhaha. Ben, la même chose va se passer. Donc, ah oui, vous êtes alignés sur Israël, ben, on va s'attaquer à vous aussi, État qui supporte Israël, alors que vous ne défendez pas l'État de la Palestine et qu'est-ce qui se passe avec les Palestiniens et le Hamas, entre autres. Alors, c'est pour ça que je dis que oui, par le cyberespace, on va être concernés par ces genres d'actions-là, qui sont encore une fois sur un autre continent, mais qui vont venir à 2 clics nous rattraper. Et si après ça, on devient victime, bien, ça peut être victime parce que nos systèmes vont être dérangés, mais je ramène aussi la notion, Bruno, qu'une attaque par déni de service, ça s'active par des systèmes compromis. Alors, si un système devient compromis ici en Amérique du Nord, bien, plus tard, il va être mis à contribution à créer des attaques de déni de service ailleurs dans le monde. Alors, c'est pour ça que j'emphase à dire, en gardant les systèmes à jour et en inspectant s'ils sont pratiques, autrement dit, s'ils travaillent comme l'intention elle l'est, bien, on va à ce moment-là faire notre part à ce que ça n'active pas, ça n'amplifie pas la situation. Steve, en terminant, j'aimerais t'entendre là-dessus, puis tu l'évoquais au début, hein, au début de cette crise-là, il y a eu une pénétration importante là, de la part du Hamas sur le territoire israélien, que ce soit par l'air ou même que ce soit par le sol. Là, on pense au sud d'Israël. Puis là, je sors un peu de la cybersécurité, mais il va y avoir un jour, là, il va y avoir un méchant constat à faire de qu'est-ce qui s'est passé parce que la défense israélienne n'a rien vu passer. Ben, c'est là qu'il ne faut pas tomber non plus dans le conspirationnisme, mais ça y approche de façon très facile et très près. Parce que je lisais ce matin, puis j'écoutais ce matin plutôt une vidéo d'une ancienne militaire qui a déjà travaillé près de la bande de Gaza sur des moyens de détection. Ben voilà. Ouais. C'est là qu'elle en faisait le constat en disant il est impossible que personne n'ait détecté rien. Alors que des fois, pour une simple coquerelle, elle se faisait réveiller dans la nuit pour aller voir si c'était un incident. Parce que ça avait bougé devant. Ouais. Exactement. Ouais. Fait que c'est là, moi aussi, je te rejoins, Bruno, en disant que, voyons donc, tout ce qu'ils ont mis en place depuis toutes ces années, c'est impossible que personne ne savait rien. Autrement dit, tout le monde était couché et attendait que le lendemain arrive. Il y a anguille sous roche, là. Mettons ça comme terme, puis gardez ça simple, sans faire d'amalgame avec d'autres situations ailleurs. En tout cas, il y aura des livres et il y aura des conférences et il y aura des films, probablement. Steve Waterhouse, toujours un plaisir de t'entendre. Je rappelle, dans tes conférenciers et consultants en cybersécurité. Merci d'avoir pris de ton temps sur la côte nord comme ça pour venir nous parler. Salut. Toujours un plaisir, Bruno. Salut.